Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième temps des minutes qualité médico-sociale de Calirel Santé. Donc, vous êtes très nombreux à être connectés, donc bienvenue à tous. Nous allons avoir encore une quarantaine de personnes qui vont nous rejoindre au cours de cette rencontre. Alors, une rencontre qui est, comme je vous le disais, un deuxième temps des minutes qualité médico-sociale et qui va s'intéresser plus spécifiquement aujourd'hui aux méthodes d'évaluation. Donc, pour mémoire, notre premier temps de minutes qualité médico-sociale où on vous a présenté le référentiel à l'intention des structures sociales et médico-sociales est déjà en ligne sur notre site internet où vous pouvez le retrouver, et notamment la partie foire aux questions où on a complété en post-minute les éléments de réponse qu'on avait abordés pendant la séance. Et puis, bien entendu, ce deuxième temps de minute qualité médico-sociale, il intervient après la conférence de la Haute Autorité de Santé qui a eu lieu le lundi 9 mai sur la présentation du nouveau dispositif. Donc, ça va être l'occasion aujourd'hui de pouvoir revenir notamment sur les méthodes d'évaluation. Donc, nous sommes 60 minutes ensemble avec un programme articulé autour de 3 temps. Marion qui va vous présenter les nouvelles ressources disponibles par Calirel Santé pour lesquelles on a fait un envoi aux structures et on va faire un zoom sur celles qui sont d'ores et déjà disponibles et celles qui vont voir le jour la semaine prochaine. On vous propose, parce que fin avril, il y a eu quelques éléments réglementaires qui sont ressortis, donc de faire un petit focus sur les derniers textes réglementaires. Et puis, Véronique vous détaillera les méthodes d'évaluation par la Haute Autorité de Santé, telles qu'attendues dans ce nouveau dispositif d'évaluation des structures sociales et médico-sociales. Donc, on vous souhaite un bon temps de minutes qualité médico-sociale. Vous avez le chat à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. On prendra un temps en fin de séance pour pouvoir en faire une sélection et répondre à un certain nombre de questions. Et puis, celles qui n'auront pas pu avoir de réponse, on les reprendra dans une foire aux questions qui sera diffusée dans les prochains jours avec le replay de la séance. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Marion qui va aborder les nouvelles ressources qui vous ont été mises à disposition, notamment à la suite des premières minutes qualité médico-sociale où on a abordé l'enjeu de l'appropriation du référentiel. Marion, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler déjà de l'outil d'appropriation du manuel d'évaluation dont on vous avait déjà parlé lors de la première rencontre. Donc, cet outil a vraiment l'objectif de faire un regard entre les 3 chapitres décrits dans le manuel d'évaluation, que sont la partie personne, la partie professionnelle et la partie établissement. Et en fait, on a voulu reprendre les 9 thématiques de la HAS, de faire une déclinaison institutionnelle définie dans lequel, en fait, vous pourrez reprendre la partie accompagnement des équipes, la partie accompagnement des usagers et une partie pilotage. Donc ça sera une partie vraiment qui va vous permettre de reprendre les critères du manuel et d'en faire un pilotage institutionnel. Et on a voulu quelque chose une autre partie un peu plus pratico-pratique avec des mots-clés qui vont vous permettre de travailler sur le manuel d'évaluation par thématique dans le référentiel. Donc, dans cet outil-là, en fait, vous allez retrouver tous ces filtres-là qui vont vous permettre dans des groupes de travail de pouvoir vous approprier le manuel d'évaluation. On a fait ressortir de façon en rouge, en fait, les critères impératifs qui sont au nombre de 18. Et vous pouvez, en fait, lors de groupes de travail, reprendre ces éléments-là. Et pour vous permettre d'avancer sur ces thématiques-là, on vous a remis les ressources Calirel Santé qui sont à votre disposition et où les partenaires avec qui vous pouvez vous rapprocher pour travailler sur ces thématiques-là. Donc, je ne sais pas si vous avez pu regarder, mais on vous invite fortement à regarder cet outil-là parce qu'il a été conçu et
est testé par des établissements qui ont bien voulu nous faire un retour et qu'on remercie fortement. Donc, l'objectif, c'est vraiment que cet outil-là vous permette d'avancer sur la démarche. En complément de cet outil-là, on a revu des fiches des recommandations de bonnes pratiques en fait, qui ont été faites par un groupe de travail en 2017 à Cali-IRL Santé, mais qui méritaient un petit retour en visuel. Et on a refait 16 fiches de ce type-là en 2022 qui seront disponibles la semaine prochaine. Et l'objectif de ces fiches, c'est qu'elles soient utiles pour vos établissements. On a fait un petit mode d'emploi. Donc, ces fiches, comment elles se structurent? Donc, chaque fiche a une partie personnalisable avec le logo de l'établissement et une possibilité de mettre vos pratiques en interne. Au recto, on retrouve les objectifs de la recommandation qui concerne la fiche, avec les principaux messages de cette recommandation. Au verso, vous avez un petit quiz et une partie en pratique chez vous qui va vous permettre soit de vous questionner sur ce qui est mis en place dans votre établissement ou soit communiquer sur ce qui est mis en place dans votre établissement. Et vous avez en plus de la documentation de référence qui peut exister et puis un flashcode qui vous permet d'aller sur le site de la HAS, sur les recommandations de bonnes pratiques du site internet de la HAS. Donc, voilà pour la partie structurelle de ces fiches. Alors, à quoi elles vont vous servir? Elles ont été pensées pour vous permettre, lors d'une période d'évaluation, de reprendre les recommandations de bonnes pratiques et de voir si votre établissement répond à ces recommandations-là. Ça permet aussi de les communiquer auprès des professionnels de l'établissement et de déployer ou de remobiliser la démarche qualité dans votre établissement. Donc, ces fiches ont 3 utilités, soit d'être un outil de travail, donc lors de groupes de travail où vous allez pouvoir reprendre ces fiches. En fait, vous avez déjà un groupe de travail sur le projet personnalisé, par exemple. Vous relisez cette fiche-là et vous dites voilà ce que vous avez dans votre établissement ou ce que vous voudriez mettre en place dans votre établissement. Ça peut être un outil de sensibilisation pour dire ce qui existe déjà dans notre établissement au regard des recommandations ou un outil de communication sur les recommandations de bonnes pratiques de la HAS auprès de vos professionnels à travers en fait une affiche où vous remettez aux professionnels en salle de pause ou etc. L'affiche sur la recommandation de bonnes pratiques ou dans un livret ou dans un journal interne sur cette thématique-là. Voilà pour le kit de fiches des recommandations de bonnes pratiques du médico-social. Donc Marion, effectivement, ces fiches RBPP, elles seront toutes en ligne au cours de la semaine prochaine, hein, c'est bien ça? C'est ça. Et on vous fera bien entendu un mail pour vous annoncer leur disponibilité. Donc elles seront en format dématérialisé pour que vous puissiez les télécharger. Et comme le précisait Marion, l'intérêt, c'est de pouvoir les personnaliser par rapport à forcément votre identité d'établissement, donc logo, mais aussi toute une partie où vous pouvez personnaliser ce qui est déjà existant au sein de votre structure ou les messages que vous souhaitez partager auprès de vos professionnels. Merci infiniment, Marion. Alors effectivement, tous ces livrables, ils s'inscrivent dans des évolutions, hein. Donc, on a déjà abordé lors des premières minutes qualité médico-sociale. Et entre février et aujourd'hui, on a vu paraître les décrets tant attendus
Donc, on vous proposait de bien insister sur 3 décrets. Le premier qui est le décret qui est vraiment au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, donc qui rend le dispositif tel qu'il avait été présenté par la Haute Autorité de Santé, avec un cycle différent, une démarche d'évaluation organisée par des organismes habilités, et puis la fin de l'obligation de transmission de l'évaluation interne par les structures, mais la mise en place d'une dynamique continue de la qualité. Et on y reviendra avec Véronique, notamment sur les méthodologies utilisées à la fois dans les démarches d'évaluation par les organismes habilités et ce que vous pouvez mobiliser, vous, en interne, pour vos dynamiques internes. Le deuxième décret, c'est le décret en lien avec les mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux, donc avec un certain nombre d'éléments de transmission aux autorités. Et puis, le dernier décret qui nous semblait important de vous partager aujourd'hui, c'est le décret qui modifie le Conseil de vie sociale et les autres formes de participation et qui explicite clairement le rôle et la place que doit jouer le Conseil de vie sociale dans les dynamiques d'amélioration continue et dans le processus d'évaluation des structures sociales et médico-sociales. Donc, on voit bien qu'on a un dispositif réglementaire qui vient renforcer les sujets de qualité et de dynamique qualité à la fois propres aux structures médico-sociales dans leur fonctionnement routinier, mais aussi dans les attendus réglementaires dans le cadre du dispositif d'évaluation proposé par la Haute Autorité de Santé. Alors, ces différents décrets, ça nous permet de vous rappeler qu'on fait une veille documentaire et réglementaire dans notre newsletter. Donc là, ces extraits de décrets, ils sont insérés dans la newsletter de Calirel Santé, pour lequel régulièrement, vous retrouverez les textes et notamment les liens associés aux textes qui peuvent vous servir, vous, en interne, comme une sorte de veille réglementaire par rapport aux thématiques qualité et gestion des risques. Alors, ces éléments-là aussi, on les a intégrés dans nos pages de notre site Internet et notamment une page qu'on a refondue cette semaine où vous allez retrouver les ressources pour l'évaluation de la Haute Autorité de Santé dans le secteur médico-social avec un certain nombre d'outils, donc les outils que vous a présentés Marion il y a quelques instants, mais aussi d'autres ressources, dont telles que le décryptage des différents décrets qui a été élaboré par la fédération Ancréail, qui va reprendre chacun des décrets et qui va en faire un décryptage pour une meilleure compréhension. Donc, vous allez retrouver cette ressource-là sur notre page dédiée de notre site Internet, qui revient vraiment point par point sur ces éléments. Et on a aussi intégré sur notre page de notre site Internet le replay de la conférence organisée par la Haute Autorité de Santé de ce lundi 9 mai. Conférence qui a permis d'avoir une présentation globale du dispositif par la Haute Autorité de Santé, à la fois des éléments du référentiel, mais aussi des modalités en lien avec les méthodes d'évaluation qui vont être utilisées par les organismes habilités, et puis la mise en ligne de la plateforme SINAE, qui est gérée par la Haute Autorité de Santé. Donc, vous allez retrouver sur cette page cette conférence en ligne. Et aujourd'hui, c'est l'occasion non pas de revenir sur l'ensemble de ces éléments de cette conférence, quoique si vous avez des éléments de questions, on pourra l'aborder sur notre temps de questions-réponses en fin de webinaire. Mais on souhaitait aujourd'hui, sur une thématique bien précise, sur les méthodes d'évaluation qui sont mobilisées dans le cadre du dispositif d'évaluation. Donc, on va prendre 20 à 25 minutes avec Véronique pour vous présenter ces méthodes et puis ensuite un temps de questions-réponses pour partager avec vous. Donc, je te laisse la parole, Véronique. Merci Marion. Donc, les méthodes d'évaluation proposées par la Haute Autorité de Santé ont pour objectif de proposer, elles sont proposées systématiquement et utilisées systématiquement aux organismes habilités pour les visites, mais elles seront aussi les méthodes qui peuvent être utilisées par les établissements pour réaliser leur auto-évaluation. Ces méthodes, elles permettent d'évaluer les pratiques et les organisations au plus proche du terrain.
Alors, la loi de juillet 2019 a supprimé l'obligation de transmission d'un rapport d'auto-évaluation à l'autorité de tarification et de contrôle. Cela dit, la démarche d'auto-évaluation est volontaire et encouragée, puisque la dynamique d'amélioration continue de l'établissement au regard de ses attendus et attendus et modalités d'évaluation, d'appréciation des équipes et des structures. Les méthodes dites traceurs que nous allons voir ne sont pas explicitement attendues. L'objectif prioritaire de la Haute Autorité de Santé est que les équipes s'approprient le manuel, s'en emparent et s'emparent des attendus et des réflexions d'équipe sur, bien sûr, les organisations et les pratiques. Donc, une auto-évaluation qui a pour objectif d'impulser cette dynamique collective et participative, d'engager cette dynamique d'amélioration continue et de s'approprier les exigences, de définir ses actions d'amélioration pour l'avenir. L'auto-évaluation vous permettra de mettre en œuvre des actions d'amélioration et de dégager ce plan d'action pour pouvoir répondre aussi aux critères en lien avec la démarche d'amélioration continue et la gestion des risques, qui sont les critères du chapitre 3, 10.1 et 10.2, sur la qualité, la gestion des risques qui vous sont proposés. Alors aujourd'hui, on voulait revenir sur les 3 méthodes proposées par la Haute Autorité de Santé, une méthode par chapitre. Pour le chapitre 1, c'est l'accompagné traceur qui viendra évaluer la qualité de l'accompagnement. Pour le chapitre 2, ce sera l'évaluation de la mise en œuvre du processus d'une thématique. Et pour le chapitre 3 qui concerne l'établissement, on viendra avec l'audit système faire une évaluation des organisations et s'assurer de la maîtrise sur le terrain. Alors, lors de ces mises en œuvre de méthodes, il y aura des entretiens avec les personnes accompagnées, avec les membres du CVS, le Conseil de la vie sociale, quand vous en avez un, les professionnels et bien sûr la gouvernance. Il y aura une revue documentaire attendue sur la gestion documentaire et parfois sur le dossier de la personne accompagnée. Des observations de terrain seront réalisées sur les pratiques et le fonctionnement. Pour le chapitre 1, la méthode utilisée sera l'accompagné traceur. Donc, cette méthode, elle permet de croiser l'expérience de la personne et des professionnels et d'apprécier la qualité des pratiques au quotidien. Elle est centrée sur l'expression de cette personne. Elle vise à renforcer son engagement comme actrice au sein de son accompagnement et elle permet aux personnes accompagnées d'être bien sûr des partenaires dans l'amélioration des pratiques. 3 points forts pour cette méthode. Le premier point fort, c'est l'identification par les structures d'une liste de personnes accompagnées avec des profils et des parcours diversifiés, c'est-à-dire des patients d'âge différents, des hommes, des femmes qui viennent de structures différentes ou de leur domicile, et avec des précisions sur ces personnes, ce sont des personnes isolées ou qui ont souhaité être accompagnées lors de ce passeur accompagné. Une fiche de recueil de consentement sera recherchée en amont et donc la signature de la personne accompagnée sera recommandée. La présélection de ces patients, de ces accompagnés traceurs sera réalisée par l'intervenant évaluateur. Il est attendu de prévoir toujours le double des accompagnés traceurs qui seront réalisés pour laisser la possibilité au choix. Et aussi parce que tout accompagné traceur peut décider au cours d'un échange de stopper parce qu'il est fatigué son accompagné traceur. Avant la rencontre, l'équipe pourra communiquer des éléments relatifs à l'accompagnement et les dernières actualités concernant l'accompagnement des personnes qui seront rencontrées. Alors, l'entretien avec la personne accompagnée durera entre 30 et 45 minutes dans un lieu calme et rassurant. L'idéal, ce serait le lieu de vie de la personne si celle-ci accepte. L'objectif sera de recueillir son expérience et la satisfaction de cette personne concernant son accompagnement.
et puis de recueillir des éléments factuels sur son application, sur les thématiques qui seront investiguées. La personne peut être accompagnée si elle le souhaite. L'entretien sera confidentiel, après validation, bien sûr, du consentement de la personne. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut être interrompu à tout moment. Donc, les thématiques qui seront investiguées auprès de la personne accompagnée sont la bientraitance éthique, le droit de la personne accompagnée, l'expression et la partie méthode seront investiguées les 9 thématiques proposées dans le chapitre 1. Donc, je vous renomme à bientraitance, éthique, droit de la personne, expression et participation de la personne accompagnée, la construction de son projet d'accompagnement, l'accompagnement sur l'autonomie et la santé, et la continuité et la fluidité des parcours. La troisième partie de cette méthode sera l'entretien avec les professionnels, donc qui a lieu bien sûr après l'entretien avec la personne et qui dure entre 1h30 et 2h. Il est attendu que cet échange se fasse dans un lieu qui soit le plus propice à cet échange et qu'il y ait un accès au dossier. Voilà. L'analyse avec les professionnels a pour objet de revenir sur l'accompagnement au quotidien concernant les chapitres 1 et les thématiques dont nous avons parlé juste avant. Tout professionnel peut être invité à s'exprimer dans le cadre de cet échange, échange qui dure bien sûr 1h, 1h30. Il peut y avoir des questions qui peuvent être posées sur les critères, mais en toute état de cause, on pourra donner des éléments factuels liés à la traçabilité dans le dossier du patient, à l'exception des éléments qui sont liés au secret médical, bien entendu. Les professionnels du secteur libéral qui interviennent dans vos établissements pourront assister à cet entretien, infirmières, pharmaciens par exemple. La gouvernance, elle, ne participe pas à cet entretien. Voilà pour cette première méthode. La deuxième méthode, alors elle intervient dans le cadre du chapitre 2 sur les professionnels. Elle est centrée sur la mise en œuvre du processus ciblé ou de la thématique ciblée. Elle a pour but d'évaluer les bonnes pratiques des professionnels et permet aux professionnels de rentrer dans un processus d'amélioration continue de leurs pratiques. Dans la méthode traceur ciblé, la première étape est à la fois importante pour l'intervenant comme pour l'établissement. Pour l'intervenant, parce que c'est un moment en amont, il va consulter la documentation sur les thématiques, et pour l'établissement, puisque l'établissement pourra réfléchir en amont aux personnes ressources et à l'équipe professionnelle à mobiliser pour ces entretiens avec les professionnels en fonction des thématiques. L'intervenant veillera à installer un climat de confiance avec des échanges constructifs et sans culpabilisation ni jugement aux réponses apportées. Nous arrivons à l'étape 2, l'étape où les professionnels seront rencontrés dans un lieu permettant l'accessibilité des professionnels, mais aussi où on peut avoir accès aux dossiers et procédures et documents utiles. Il y aura donc une discussion sur les thématiques, après consultation documentaire, dans l'objectif d'observer et de comprendre des pratiques et de recueillir des éléments factuels sur les processus ou thématiques investiguées. Dans un troisième temps, la gouvernance sera rencontrée, bien sûr, à l'issue des entretiens après les professionnels. Ce sera l'objectif, les objectifs seront les suivants: recueillir des réponses aux éléments d'évaluation sur les organisations et sur la mise en œuvre, poser des questions pour mieux éclairer les éléments recueillis, et puis également recueillir des éléments factuels. Les thématiques investiguées dans le cadre du chapitre 2 sont les mêmes que pour le chapitre 1 concernant le patient. Troisième et dernière méthode, l'audit système. Alors, l'audit système pour le chapitre 3, l'établissement, permet
d'évaluer les organisations et leur maîtrise sur le terrain. L'audit système a pour objectif d'avoir un regard croisé entre la gouvernance de l'établissement et les professionnels sur le terrain. Encore une fois, 3 étapes. La première étape, encore en amont une consultation de documentation prévue par les intervenants pour prendre connaissance cette fois-ci de la stratégie, de l'organisation et des actions mises en œuvre. Leur objectif, ce sera de préparer les échanges à venir. La mise à disposition des documents peut se faire de façon dématérialisée. Alors, cette méthode, elle a pour but de renforcer la dynamique qualité et promouvoir une démarche porteuse de sens, à la fois pour l'établissement, mais aussi pour les professionnels. Concrètement, cette fois-ci, la première rencontre sera celle avec la gouvernance. On entend par gouvernance la direction, le personnel d'encadrement et puis également toute personne ressource utile à l'analyse des thématiques qui peuvent être la responsable qualité, mais aussi un cadre de santé, l'IDEC, un chef de service ou encore le responsable des ressources humaines. Alors, l'objectif, il sera de comprendre la stratégie, l'organisation et les actions mises en œuvre et de s'assurer de leur capacité à l'établissement d'atteindre ces objectifs. Dans un troisième temps, il y aura un entretien avec les professionnels. Et cet entretien avec les professionnels, il peut durer d'1 heure à 1h30 dans une salle appropriée également. L'objectif étant de confirmer ou d'infirmer auprès des professionnels de la bonne diffusion, mais aussi de la bonne compréhension des organisations et des actions qui sont déployées sur le terrain. Dans le cadre de l'ensemble de ces méthodes, il y a une posture de l'intervenant qui sera une posture toujours de confiance et puis une posture aussi d'échange constructif et non culpabilisante. Les thématiques du chapitre 3, elles sont un petit peu différentes puisqu'on y a ajouté 2 thématiques, la politique des ressources humaines et la démarche qualité et gestion des risques dans le cadre de ce 3e chapitre. Vous avez toujours à votre disposition le manuel d'évaluation des établissements services sociaux et médico-sociaux qui vous permettront d'en savoir plus sur la cotation, le rapport et SINAE. Voilà. Donc, si je résume, Véronique, on a 3 chapitres, 3 méthodes d'évaluation. Tout à fait. Avec des objectifs bien distincts et complémentaires de ces méthodes d'évaluation. Et dans ce que tu as évoqué en tout début de présentation, c'est que ce sont bien les méthodes qui sont utilisées par les organismes habilités dans le cadre du dispositif d'évaluation, mais qu'elles ne sont en aucun cas opposables à l'établissement dans sa démarche d'amélioration interne. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui veut dire que la HS nous l'a bien dit un lundi, que les établissements sont incités à s'auto-évaluer, mais auto-évaluer ne veut pas systématiquement dire utiliser les méthodes d'évaluation préconisées par la Haute Autorité de Santé. Tout à fait, c'est bien ça, c'est bien ça. Alors, c'est vrai que la HAS a dit aussi que l'auto-évaluation était importante et c'est le cas. La démarche d'auto-évaluation, ça va vous permettre à chacun de pouvoir vous positionner vis-à-vis des attendus de la Haute Autorité de Santé au sein du référentiel. Alors, c'est vrai que dans le dispositif précédent, cette auto-évaluation, elle était assimilée à l'évaluation interne qui était obligatoire sur un cycle bien précis. Là, les éléments attendus et qui font l'objet d'un critère impératif sur la démarche qualité et gestion des risques, c'est bien une démarche continue. Ce qui veut dire que faire une auto-évaluation une fois tous les 5 ans ne suffit pas à remplir la dynamique continue d'amélioration de la qualité. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que les méthodes, elles peuvent sembler extrêmement complexes à mettre en œuvre en interne. Il faut bien avoir en tête que ces méthodes d'évaluation, c'est bien de les connaître et d'être sensibilisés, et notamment de sensibiliser les professionnels à la façon dont les organismes vont évaluer l'établissement.
mais en aucun cas, elles sont opposables en termes d'organisation interne. Elles peuvent permettre de sensibiliser, mais elles ne sont pas opposables en tant que telles. La première étape est bien sûr de mieux comprendre le manuel et les critères, et peut-être d'utiliser l'outil d'appropriation entre autres que propose Calirel, qui permet justement de retravailler en équipe par mots-clés ou par grande thématique sur ce qui est attendu et faire un petit état des lieux de là où on est pour se préparer à cette étape d'évaluation aussi. Alors, la Haute Autorité de Santé a publié sur son site internet, et on vous a mis le lien, notamment les éléments on va retrouver dans le référentiel et dans le manuel les éléments de cotation qui vont être utilisés par les organismes habilités. C'était pas l'objet de la rencontre de ce jour, et puis c'est très technique, donc on vous laisse en prendre connaissance au travers du manuel. Il y a bien entendu au décours de ces méthodes d'évaluation un rapport qui sera réalisé par les organismes habilités et qui sera standardisé. Les organismes habilités utiliseront la plateforme SINAE. Donc lundi, lors de la présentation de la Haute Autorité de Santé, la HAS a indiqué que SINAE était d'ores et déjà disponible à l'ensemble des structures sociales et médico-sociales. Et vous pouvez y accéder en vous connectant sur le site de la Haute Autorité de Santé et en créant votre compte à partir de votre code FINES. Donc, vous n'allez pas recevoir de mail avec vos codes directement par la HAS, mais vous avez la possibilité de vous connecter sur SINAE de façon complètement autonome avec votre code FINES, et ça va vous permettre de pouvoir voir les éléments attendus en termes de grille, puisque là, on vous a présenté des méthodes d'évaluation, mais bien entendu, les organismes habilités vont s'appuyer sur le référentiel et les attendus du référentiel pour pouvoir évaluer et mobiliser les différents traceurs, que ce soit les traceurs ciblés, les accompagnés traceurs ou les audits système, et vont apprécier au travers de ces éléments le niveau d'atteinte des objectifs. Donc là, toute la plateforme SINAE est accessible et on vous invite à vous y connecter pour pouvoir en prendre connaissance. Et bien entendu, cette plateforme SINAE, elle est gérée et animée par les équipes de la Haute Autorité de Santé. Donc, on arrive là sur la fin du temps de présentation à proprement dit des différentes méthodes d'évaluation. On voulait juste vous rappeler qu'on avait un cycle de minutes qualité médico-sociale dont le prochain cycle est le vendredi 10 juin où, et naturellement, on a parlé des méthodes d'évaluation telles que mobilisées dans le cadre du dispositif d'évaluation. Et le 10 juin, on parlera de la démarche qualité-gestion des risques, donc qui est un des critères impératifs du référentiel et qui permettra de continuer la réflexion sur la façon d'être dans une démarche d'amélioration continue en interne. On vous propose de consacrer toute la fin de la rencontre à vos questions-réponses. Donc, on a une vingtaine de minutes devant nous. Vous avez vos micros coupés, mais du coup, n'hésitez pas à lever la main éventuellement pour pouvoir vous exprimer oralement ou poser vos questions sur le chat. Et Marion et nous les reprendrons pour pouvoir les aborder. Alors, on va voir s'il y a des personnes qui lèvent la main, mais on a déjà quelques questions sur le chat. Par rapport sur la partie d'accompagner traceur, il y avait une question sur la personne pourra-t-elle être accompagnée d'un membre de sa famille ou d'un proche ou d'un professionnel lors de l'accompagné traceur. Donc oui, la personne accompagnée peut accepter cet échange et d'être accompagnée par un proche, oui, tout à fait, mais pas d'un professionnel, d'un proche. Et c'est forcément avec son consentement. Voilà, et c'est forcément avec le consentement du proche et de la personne. J'ai une autre question sur les sites d'évaluation. Est-ce qu'il y aura des exemples du coup lors des traceurs ciblés? Est-ce qu'il y a des exemples de cibles d'évaluation?
Alors, les grilles qui seront donc sur Sinae correspondent aux grilles en lien avec vos critères et vos spécificités d'établissement. Donc, si vous voulez aller consulter les grilles, vous connaîtrez comme ça ainsi les éléments qui seront investigués par chapitre et par thématique. Les évaluateurs auront-ils accès aux grilles sur Sinae pour mesurer ce qui a été réalisé? Alors ça, c'est une vraie question, une juste question pour laquelle on attendait c'est une question qui a été abordée lundi et pour laquelle on n'a pas eu de réponse très explicite, à savoir si les organismes habilités auront accès à la plateforme et aux éléments renseignés sur la plateforme en amont. Par contre, ce qu'on est certain, c'est qu'il n'y a aucune obligation pour les établissements à compléter la plateforme en amont. Donc, ce qui veut dire, on peut supposer que pour une équité d'évaluation, il n'y ait pas d'accès. Et d'ailleurs, c'est le cas pour les structures, les établissements de santé qui ont un système un peu similaire à Sinae. Les experts visiteurs n'ont pas accès à la complétude d'évaluation qui a été réalisée par l'établissement. Et ce qui semblerait assez logique, puisqu'on apprécie non pas l'instant T de l'établissement dans son évaluation, mais sa dynamique continue. Donc, ils vont plus s'appuyer sur une étude documentaire et puis la rencontre avec les professionnels et les personnes accompagnées, puisque vous l'aurez compris dans la présentation qui a été faite du référentiel, on va mesurer un résultat auprès des équipes et des personnes accompagnées au moment de la visite. Ce qui veut dire que on n'est pas tant sur des éléments de preuve tels qu'on le connaissait précédemment. Là, on est vraiment sur comment c'est réellement mis en œuvre au sein du fonctionnement de l'établissement et au bénéfice de la personne accompagnée. On a une autre question qui est un peu plus technique, mais je pense qu'on a la réponse. Par rapport à Sinae, est-ce qu'on peut avoir plusieurs connexions possibles par finesse? Moi, j'ai la réponse. En fait, c'est le référent qui doit. En fait, c'est le référent qui a la première connexion. Et après, on peut désigner en fait des co-animateurs ou je ne sais plus quel nom ils ont mis. Et du coup, le référent peut désigner dans Sinae des personnes qui auront aussi accès à Sinae dans l'établissement. Alors, je pense, Marion, que la question, c'était plus sur pouvoir réaliser des auto-évaluations sur plusieurs secteurs avec le même numéro finesse. Géographique. Et c'est vrai que ça, c'est des éléments qui ont été abordés sur la conférence de lundi sur la possibilité de fonctionner soit sur un finesse juridique ou sur les finesses géographiques. Et il me semble fortement que c'est lors de la connexion à Sinae, vous avez la possibilité de préciser ces éléments. Si vous allez sur le site de la HAS et sur la boîte de dialogue qui vous permet de vous connecter à la plateforme, vous avez ce distinguo, finesse juridique et finesse géographique. Dans tous les cas, il me semble vraiment important que pour toutes ces questions-là, vraiment très techniques sur Sinae, alors n'hésitez pas à les remonter, à nous les poster là sur le chat, ça nous permettra de questionner la HAS sur le sujet, mais ils ont mis en place aussi un numéro qui vous permet de les contacter et une adresse mail qui permet de les contacter pour ces éléments-là. Mais c'est vrai que lors de votre première connexion à Sinae, il faut être extrêmement vigilant puisque le référent qui sera utilisé pour cette première connexion ne pourra être modifié. Donc, le choix, il doit vraiment être réfléchi. C'est-à-dire, vous ne connectez pas à Sinae pour faire un test avec une adresse mail qui pourrait potentiellement, dans les années à venir, ne plus exister. Donc, il faut vraiment identifier quelque part presque une adresse mail et un contact générique qui pose plutôt un copil ou un fonctionnement de structure qu'une personne physique. Anita, ça vous dérangerait de prendre la parole pour expliquer vos propos? Ce serait peut-être plus simple que je lise le commentaire, si ça ne vous dérange pas.
Bonjour. Attendez, je vais mettre la vidéo peut-être. Oui, bonjour. En fait, je me suis connectée et j'ai créé un compte sur Sinae et je rencontre un problème. Enfin, je n'accède pas à Sinae sur mon compte HAS. Et je pense que c'est parce que je me suis connectée en utilisant le finesse du siège social, qui est mon finesse en tant que responsable qualité, et je pilote du siège social. J'aurais souhaité pouvoir créer ensuite, en tant que référente, tous les comptes établissements. Mais en fait, comme le finesse du siège social n'est pas un finesse établissement, je n'accède pas à Sinae, je ne peux rien créer. C'est-à-dire je suis référente d'un finesse qui n'est pas établissement, et je n'accède pas à Sinae, quoi. Et moi, j'aurais voulu centraliser tout, en fait, en tant que référente qualité, j'aurais voulu centraliser, créer tous mes établissements. Et donc, je suis en contact, là, j'ai mis un mail au service technique, je suis en attente, mais je n'ai pas de réponse pour le moment. D'accord. Alors, on sera très preneur de votre retour. Ça permettra de le partager aux autres structures. Parce qu'effectivement, hein, c'est un point de vigilance, nous, quand on a exploré un peu les sujets qu'on a vus d'emblée, c'est que le choix d'ouverture de compte au départ est extrêmement important pour vous permettre après d'animer, de centraliser ou pas les démarches d'auto-évaluation. J'ai bien peur qu'il me faille créer un compte par établissement avec mais par contre, je ne sais pas si ça va passer avec la même boîte mail à chaque fois. Si je veux c'est-à-dire, je vais être obligée de me créer un accès par structure en tant que référent. Je vais me retrouver avec 20 accès, quoi, avec 20 codes d'accès, mots de passe. Enfin, je ne sais pas. J'attends, je vais essayer de contacter le service technique par téléphone, mais je n'ai pas vu. Il faut que je regarde. Vous avez parlé d'un numéro, il faut que je regarde. Oui, j'ai juste vu une boîte mail, moi. Sur le site internet, il y a des éléments de contact. Je crois qu'ils ont mis à jour ce matin, d'ailleurs. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai juste. Parce que vous n'êtes probablement pas la première à les avoir interpellés. J'ai juste pu contacter par mail, je n'ai pas vu de téléphone, mais je regarderai la semaine prochaine, je vais essayer de les joindre. Parce que ça va poser problème si on veut centraliser sur un responsable qualité qui pilote 20 ou plus de structures que ça. On ne va pas se créer, quelqu'un qui a 80 structures ne va pas créer 80 comptes, quoi. Enfin, Et c'est là où on revient sur ce qu'on a pu évoquer en amont et ce que Véronique a précisé, c'est que Sinae, c'est une plateforme qui est pensée pour les organismes habilités. Ce qui veut dire que pour vous, vos dynamiques et vos démarches d'auto-évaluation, vous n'avez pas l'obligation d'utiliser Sinae. Vous allez avoir l'obligation d'utiliser pour la perspective de l'évaluation par l'organisme habilité, hein, pour des éléments, on va dire, structurels et de présentation de la structure. Mais par contre, ce n'est pas une plateforme qui est opposable en termes de pilotage de vos démarches qualité, gestion des risques en interne. Je ne sais pas si je suis claire dans le distinguo que je fais. Par contre, dans le webinaire de la Haute Autorité de Santé, on a bien vu que pour eux, l'auto-évaluation en amont de l'évaluation externe faite par l'évaluateur, elle est hyper importante et elle va compter dans l'évaluation. C'est-à-dire que si on a mis en place des démarches d'amélioration en amont, grâce à Sinae, ça va compter. Donc, c'est ambigu. Ce n'est pas obligatoire, c'est vivement conseillé. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit, c'est l'auto-évaluation qui est vivement conseillée, mais ce n'est pas l'auto-évaluation par Sinae. C'est la démarche d'auto-évaluation qui est vivement conseillée pour vous permettre de pouvoir voir votre positionnement vis-à-vis des attendus du référentiel. Mais la plateforme Sinae, elle est mise à votre disposition, mais il n'y a pas d'incitation au point qu'on ait la sensation que ce soit obligatoire et que ça vous apporte une plus-value pour votre démarche par les organismes habilités. Mais le fait d'utiliser déjà l'outil, ça permet un petit peu de s'entraîner et puis de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Tout à fait, tout à fait. Ça aide quand même. Tout à fait, mais il faut bien avoir conscience que toutes les structures, en fonction des ressources qu'elles ont en interne, ne pourront pas déployer les méthodes traceurs pour se préparer. Et c'est important de connaître ces méthodologies-là, mais pas nécessairement de les maîtriser et de les déployer au sein des structures. L'enjeu, il reste vraiment sur l'appropriation du référentiel. Et nous, c'est le message qu'on porte fortement. Hein. L'enjeu, c'est vraiment de s'approprier les attendus du référentiel plutôt
que de se préparer à l'évaluation par les organismes habilités, puisque la maîtrise des méthodologies, ce n'est pas ce qui va outiller les professionnels dans leur quotidien dans leur quotidien d'accompagnement. D'accord. En tout cas, Anita, on est très preneur de votre retour, si vous l'acceptez, de nous partager les retours que vous avez de la HAS. Oui. À contact Aquarelle, c'est ça? Calirel Santé, calirelsanté.com. Contact calirelsanté.com. D'accord, je note. Merci. Pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde, sinon on n'a pas en direct. Oui. Alors, effectivement, on a Elisabeth qui indique sur le chat que vous avez vos propres outils d'évaluation continue. Et ça, ce que tu évoques, Elisabeth, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de modifier. Si vous avez des choses qui fonctionnent, il ne s'agit pas de retransformer déjà les outils que vous utilisez dans vos démarches d'évaluation. Ce qui va être important, c'est plutôt de voir si ça vous permet de répondre aux attendus du référentiel. Et l'outil qu'on vous a présenté, le petit outil Excel que Marion vous a présenté en début de séance, ça va vraiment vous permettre de vous poser la question, de vous approprier le référentiel et de voir si globalement dans vos organisations et dans vos pratiques, vous avez investigué tous les sujets et les attendus du référentiel. Et ça, c'est par ailleurs probablement beaucoup plus important dans un premier temps que de s'attacher à vouloir déployer les méthodes d'évaluation. Les méthodes d'évaluation, elles vont vous demander de l'énergie, du temps, et peut-être que déjà en faisant un état des lieux de ce que vous avez déjà mis en œuvre, ça va vous permettre peut-être de centrer vos efforts sur une thématique plutôt qu'une autre. Et valoriser ce qui est bien fait, ce qui est fait. Et peut-être faire le choix de mobiliser, par exemple, un accompagné traceur sur une thématique, ce qui peut être complètement pertinent et judicieux, mais il est probablement très ambitieux de vouloir le déployer sur l'intégralité des attendus du manuel et du référentiel et de mobiliser les 3 méthodologies. Et encore une fois, on ne dit pas que les méthodes, elles ne sont pas utiles et pertinentes à utiliser. Il faut juste vraiment vous poser la question de ce que ça va vous apporter comme bénéfice pour l'appropriation du référentiel. Alors, il y a une question. Il y a la question qui fâche. Comment est financé l'organisme habilité? Alors, je crois que là-dessus, on n'a pas eu vraiment de réponse très explicite non plus. Je crois qu'elle a été posée environ 400 fois sur le chat de la HAS. À peu près, oui. Il n'y a pas eu de réponse finish. Alors, probablement que la HAS n'y a pas répondu parce que ce n'est pas eux qui sont à la manette de cette partie-là, mais plutôt la partie, on va dire, ministérielle et réglementaire. Alors on n'a pas de réponse très claire. Par contre, il me semble que la question du financement va rester à l'échelle de l'établissement. Oui, ça serait logique. Et très certainement que le cahier des charges qui va être publié, on attend toujours quand même quelques éléments, le cahier des charges qui va être publié pour les organismes habilités comprendra aussi une sorte de formatage des journées en fonction du profil et la taille d'établissement, qui répondra, je pense, en partie à la question de la volumétrie du coût. Par contre, qui va payer? Vraisemblablement, on reste à l'échelle des structures. Mais là, pour le coup, on est complètement en dehors des capacités de notre côté à pouvoir agir sur ce sujet d'une part et pouvoir apporter des réponses très explicites d'un autre côté. C'est ça à suivre, Cécile. On a une personne qui lève la main. Alors, tu la vois, la personne qui lève la main? Alors, oui, il y a M. Bouillet. Hop, on va. Oui, bonjour, donc M. Bouillet, donc, directeur adjoint de l'Institut public au sens. J'ai pu participer au groupe de travail donc, de l'HAS sur
la réforme de l'évaluation et la question du financement en fait des établissements donc agréés pour faire l'évaluation a été posée dès le départ et le positionnement de la HAS était vraiment eux de soutenir le fait que ça soit pas à la charge des établissements pour ne pas faire ce qui s'est passé dans les dernières évaluations, hein, de pouvoir avoir vraiment une liberté beaucoup plus du coup moins enfin dire d'être moins en lien direct avec l'évaluateur. Par contre, comme vous l'avez évoqué, c'est pas dans la main de la HAS. Par contre, eux, leur positionnement, ça serait de pouvoir que les établissements ne soient pas à la charge des établissements. Mais on sait le coût que ça représente et du coup, je ne sais pas comment ça va être pris en compte. Ouais, merci Monsieur Bouillet. Alors, je vois Anita, merci de l'info. Le cahier des charges que j'évoquais à l'instant a été publié aujourd'hui et date du 12 mai. Et Anita nous a mis le lien du site de la Haute Autorité de Santé pour y accéder. Un grand merci. Alors, on a Elisabeth qui a levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement, Elisabeth. Super, merci. Oui, je voulais juste revenir sur précédemment, effectivement, avec SINAE et les outils qui sont déjà sur les établissements. Moi, au niveau des établissements, il faut qu'on fasse attention à ne pas faire peur devant l'ampleur des choses et de multiplier des outils et à un moment donné, peut-être aussi de se perdre dans tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait assez rapidement en disant qu'il fallait valoriser. Alors, à partir du référentiel, c'est effectivement, je trouve qu'on a une difficulté de ne pas valoriser aujourd'hui très clairement ce qu'on fait. Et donc, peut-être partir de ça et avec le référentiel, effectivement, mesurer les écarts et pas essayer de tout mettre en œuvre. C'est bien à un moment donné repérer là où on doit s'améliorer. Et c'est peut-être plus ça qui est important. Que voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans mon propos, mais c'est vrai que du coup, ça peut être un peu déstabilisant, notamment chez des professionnels qui vont rejoindre ces conférences, ces moments de partage. Et voilà, il ne faut pas faire peur devant l'ampleur des choses et tout ce qu'il y a à mettre en œuvre, et notamment en termes d'outils. Et c'est peut-être aussi de revenir à l'essentiel sur ce qui est fait et comment on peut amener ça de façon facile sur le terrain. Bien sûr, toujours par rapport à la demande. Voilà. Oui, tout à fait, Elisabeth. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est pour à la fois les personnes accompagnées, mais aussi pour l'appropriation des professionnels. Et on peut avoir la sensation d'une grosse machinerie extrêmement complexe. Donc, il faut vraiment réussir à ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui desservirait les dynamiques internes. Et je vois sur le chat, une personne demande si nous allons proposer des ateliers rencontres, notamment pour l'appropriation du référentiel. Alors oui, bien entendu. Donc, on a ces minutes qualité médico-sociale. Donc là, c'est le deuxième temps. Donc, on a eu deux premiers temps. Le premier temps sur la présentation du référentiel et ce deuxième temps sur le volet évaluation qui sont plus, on va dire, des visions macro du dispositif. Il fallait bien commencer par la présentation globale et on débute pour le prochain Minute Qualité Médico-Sociale sur des thématiques ciblées et notamment on a fait le choix pour les prochaines rencontres de zoomer sur les critères impératifs. C'est pour ça que sur la prochaine rencontre, on est bien sur la démarche qualité-gestion des risques. Donc, on fera le parallèle entre les attendus du référentiel et les ressources et outils que vous pouvez mobiliser. Et puis, bien entendu, on prendra un temps de partage-échange aussi avec les établissements. Et on a d'autres thématiques qui sont proposées. Alors forcément, je ne les ai plus en tête. Véronique et Marion me compléteront. Mais on a la thématique du projet d'établissement qui est début juillet. Et puis ensuite, qui est fin juin. Pardon, je vois Marion qui fin août. Et puis ensuite, on reprend sur les thématiques autour de la promotion de la bientraitance,
du projet personnalisé et d'autres thématiques encore à venir, l'hygiène, la gestion du médicament, etc. Donc, on a fait le choix en fait de zoomer sur des minutes qualité médico-sociale, sur des thématiques ciblées et notamment sur les critères impératifs. Et l'objectif pour nous, c'est que ces minutes qualité médico-sociale qui sont enregistrées, ça puisse être aussi un autre support, un autre moyen pour vous de pouvoir avoir un outil de communication et de sensibilisation en interne. Alors, ce n'est pas notre seul accompagnement, hein. On a les fiches recommandations de bonne pratique aussi, que Marion vous a présentées, qui sont des fiches qui ont déjà été publiées par un gros travail de professionnels d'établissement en 2017, et là qui ont fait l'objet d'une réactualisation, mais plutôt de forme que de fond, puisque l'idée c'était de les rendre un petit peu plus actuels dans leur format. Et puis, on a surtout fait le parallèle avec les attendus du référentiel. Mais le référentiel se basant sur les recommandations de bonne pratique de la NESM et de la HAS, on n'a forcément pas de delta. Et puis surtout, des fiches qui vous permettent de travailler avec vos équipes pour de l'appropriation. Et puis, bien entendu, probablement sur 2023, on proposera d'autres temps thématiques. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez, au travers d'un panel d'outils et de ressources, pouvoir accompagner vos équipes et puis vous approprier le référentiel. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce qu'il est 11h59, donc on pourrait respecter de façon parfaite le timing de 11h midi. De toute façon, vous avez toujours la possibilité, donc on va reprendre les différentes questions et puis on va compléter la foire aux questions qui est sur le site internet de Calirel. À l'issue des minutes qualité médico-sociale, on vous informera quand le replay sera en ligne. Donc, on a compris qu'on avait quelques petites coupes à faire et on est vraiment navré par rapport aux petits incidents techniques. Donc, vous aurez le replay, le support de présentation qui a été diffusé, vous l'aurez aussi en téléchargement sur la page de notre site internet. Et puis, bien entendu, l'annonce du calendrier des autres minutes qualité médico-sociale. C'est vraiment ouvert à l'ensemble de vos professionnels, notamment quand on sera sur des thématiques un petit peu plus, on va dire, opérationnelles. Donc, n'hésitez pas à diffuser le lien auprès de vos équipes. C'est aussi quelque part des temps pour pouvoir sensibiliser et rentrer sur une thématique des attendus du référentiel. En tout cas, merci infiniment Marion et Véronique. Merci à tous les connectés.